Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du dimanche 13 mars 2022. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Les citoyens étaient dans l'attente du changement du gouvernement aujourd'hui. Les opinions divergent sur le sujet. Si d'autres espèrent un changement radical, certains exigent de simples remaniements au sein du gouvernement actuel. Les détails avec Jutikal Ranjanirine et Essa Silva. En vaquant à ses activités domestiques en cette journée de dimanche, Vlouln reste attentive aux informations du moment et attend avec impatience le changement du gouvernement. Elle voit les choses simplement, le changement dans sa vie quotidienne, notamment la maîtrise de la hausse des prix qui, selon elle, dépend du ministre qui sera nommé prochainement. Selon elle, si les ministres font bien leur travail, cela aura un impact sur sa vie quotidienne. Beaucoup sont du même avis que Vlouln. Ils attendent le changement et espèrent que cela sera bénéfique pour la population. Le gouvernement actuel a duré 7 mois environ. Des lacunes ont été observées, si des résultats concrets ont quand même été ressentis. Certaines personnes pensent par contre que la solution ne dépend pas du changement des ministres, dont uniquement ceux qui ont fait preuve d'inefficacité doivent être changés. Quoi qu'il en soit, le changement du gouvernement n'a pas eu lieu ce jour, mais qu'il ait un changement total ou partiel, les citoyens sont impatients de connaître le choix du chef de l'État. Ils espèrent que c'est le dernier changement avant les élections présidentielles de 2023. Et puisqu'on parle de membres du gouvernement, les opérateurs dans le secteur minier souhaitent un ministre qui maîtrise le domaine des mines, selon les déclarations hier. Nombreuses sont les tâches qui attendent le ministre nouvellement nommé. Et parmi les requêtes des opérateurs figure également la reprise de la délivrance des permis d'exploitation miniers. Un reportage de Sylvain sur les images de Nzara Ranjiatsu. La délivrance des permis d'exploitation minier a été suspendue depuis 2011. Depuis cette date, l'exportation des ressources minières a été en stand-by, ce qui a favorisé les exploitations et les exportations illicites de nos ressources minières selon ces opérateurs. Ainsi, la nomination d'un nouveau ministre des Mines et des Ressources stratégiques permettra de trouver des solutions à ces problèmes de ce secteur. Il espère un ministre qui sera capable de prendre des décisions pour le bien du secteur. Rappelons que le poste de ministre des Mines et des Ressources stratégiques est vacant depuis 7 mois déjà, une absence qui se fait sentir dans ce secteur clé pour l'économie du pays. Parmi les tâches qui attendent le ministre qui sera nommé figure également l'assainissement du secteur qui a créé des polémiques récemment et aussi l'élaboration du code minier. Côté environnement, il est important de faire connaître les effets négatifs du changement climatique au niveau international. Madagascar a déjà validé 3 accords internationaux et parmi ces accords, celui de Paris. C'est à travers les statistiques claires sur les effets du changement climatique que Madagascar pourra appuyer son plaidoyer afin d'obtenir des financements pour cette lutte. C'est Sylvain nous en dit plus. En 2016, Madagascar a signé l'accord de Paris. Il s'agit d'un accord qui vise à lutter contre le changement climatique. L'article 3 de cet accord exige une transparence dans le combat mené pour cette lutte. Afin d'y arriver, chaque pays signataire devra faire des rapports constitués de statistiques exactes, mais aussi des résolutions qui tournent autour des effets néfastes de la destruction de l'atmosphère. Parmi les rapports exigés au niveau mondial aussi figurent les conséquences du changement climatique sur les divers secteurs qui touchent le quotidien de la population, notamment le transport, l'eau, l'énergie, mais aussi la santé. Ainsi, afin de respecter cet accord signé à Paris, les secteurs concernés par ce domaine ont bénéficié de matériel et d'équipements vendredi dernier. Madagascar a tous les droits pour bénéficier de financements pour affronter ce changement climatique. Avoir des statistiques claires permet ainsi au pays d'appuyer son plaidoyer afin de jouir de ses droits. Et partons dans le sud du pays, la région Anos vient de recevoir 100 packs d'engins octroyés par le président de la République pour la réhabilitation des routes. Ces engins ont commencé à être utilisés vendredi dernier. Selon le gouverneur, la population a attendu avec impatience l'arrivée de ces matériels car la région figure parmi celles dont les routes sont les plus délabrées à Madagascar. Reportage de Jay Ranjamar. La région Anos possède de nombreux atouts dans tous les secteurs, notamment des matières premières et des ressources minières.
Pourtant, le mauvais état des routes constitue un grand blocage pour l'exploitation de ces ressources. Le président de la République s'est personnellement engagé pour la réhabilitation de la route nationale 13, qui est le pilier de toute l'économie de la région Anos. Les routes régionales et communales seront prises en main pour la région. Un pack d'engins vient d'arriver dans la région pour leur réhabilitation, dont le début des travaux s'est tenu officiellement vendredi dernier. 9 km reliant la commune de Mandis à la RN 13 seront réhabilités grâce à ces engins. Des employés de la région qui ont été spécialement formés conduiront ces engins. D'autres routes seront réhabilitées dans 3 districts de la région, notamment Pichuk, Ambosaratsi et Tulanyar. Toujours dans cette page sociale, mais revenant un peu dans la capitale, 30% des écoles dans la région Analamang n'ont pas pu déposer les dossiers d'inscription aux examens du baccalauréat pour cette année selon les statistiques du service en charge des dossiers. Pourtant, la date butoir de dépôt des dossiers a été clôturée vendredi dernier et les dates d'examen restent inchangées. Fadjessena Mireille nous en dit plus. Les établissements concernés par le passage des cyclones et ceux loin des villes qui constituent les 30% des écoles qui ont des retards dans le dépôt des dossiers de candidature aux examens officiels de baccalauréat pour cette année 2022 pour la région Analamang. Depuis le début des inscriptions, le 10 janvier 2022, jusqu'à la clôture des inscriptions, le 11 mars 2022 à 18h, auprès du service en charge de l'examen de baccalauréat, 70% des écoles ont pu déposer leur dossier de candidature. Les dates d'examen du baccalauréat n'ont pas changé. Par ailleurs, les nouvelles matières, OSE ou Organisation, Société et Économie seront maintenues pour cette année scolaire. En outre, la série L est composée de l'option A1, option A2 et option L. Et la série S est composée des options C, D et S. Selon les précisions, les responsables prendront en compte les doléances de ceux qui n'ont pas encore pu déposer leur dossier d'inscription durant ces 3 mois. Rappelons que les épreuves du baccalauréat 2022 se dérouleront du 18 au 22 juillet prochain pour le baccalauréat général et du 25 au 28 juillet 2022 pour le baccalauréat technologique et technique. Toujours dans la capitale, page insécurité. Les mesures pour lutter contre l'insécurité sur la route Digue vers Mbuchmanzak ont été renforcées. Cette partie de la ville qui a fait l'objet de vols de motos et d'attaques de voitures depuis quelques temps. Reportage de Sylvain et Zarangian. Des motards qui se font attaquer à coups de boiran et des véhicules victimes de jets de pierre, ce sont des cas d'insécurité qui font la mauvaise réputation de cette route Digue vers Mbuchmanzak. Des personnes y ont déjà laissé la vie et beaucoup y ont vu leurs biens détruits selon les enquêtes effectuées par les responsables locaux. Des mesures ont déjà été prises et ont été renforcées selon le chef de district d'Ambujachim. Parmi les stratégies mises en place figure le contrôle des papiers d'identité pour ceux qui empruntent cette route la nuit. Les forces de l'ordre inspectent également les bars car selon les enquêtes, c'est dans ces endroits que les malfaiteurs élaborent leurs plans. Sans parler des patrouilles régulières et la sensibilisation des gens à éviter de rentrer tard la nuit, entre autres, affirme toujours ce responsable. Même si les actions dans la lutte contre l'insécurité ont apporté ce fruit, la vigilance est toujours de mise. Certains des malfaiteurs ont déjà été appréhendés par les forces de l'ordre et les enquêtes se poursuivent dans la recherche de leurs complices. Et dans les actualités internationales de ce soir, en Ukraine, Mariupol est également sous le feu de la Russie. Moscou assure que tout est de la faute du gouvernement de Kiev car il n'a pas accepté les couloirs humanitaires proposés par la Russie. Ces derniers menés en Russie et en Biélorussie. France 24. La frappe a touché ce centre commercial de Mykolaïv ce matin, à l'heure où de nombreux habitants étaient sortis faire leurs courses. 9 personnes sont mortes, selon le gouverneur de la région. Dans cette ville du sud-est de l'Ukraine, la guerre n'épargne rien, ni personne. Même cet hôpital a été bombardé. Pour protéger ses patients des bombes, Krasimira Rilkova, la directrice, a dû installer des lits d'appoint collés les uns aux autres dans les sous-sols de l'hôpital. Pendant un moment, je ne peux pas dire combien de temps, c'était terrible. On était au sous-sol, on avait l'impression que l'hôpital n'était plus au-dessus de nous. On ne comprenait pas ce qui se passait. Avec Mykolaïv, Mariupol est l'autre ville d'Ukraine où la situation est la plus critique. La cité portuaire, assiégée par l'Est et par l'Ouest, est constamment pilonnée par l'armée russe.
Sur ces images satellites prises avant et pendant les combats, on distingue des bâtiments entiers, ravagés par les flammes. Tentant de venir en aide aux dizaines de milliers d'habitants pris au piège, ce convoi humanitaire ukrainien n'a pas encore pu entrer dans Mariupol. La Russie, elle, assure que tout est la faute du gouvernement de Kiev. Il n'y a pas un seul couloir humanitaire que nous avons proposé, que Kiev a accepté. Cela prouve une fois encore l'indifférence de ce gouvernement pour son propre peuple. À Mariupol, nul ne sait combien de temps les habitants pourront tenir. Au 13e jour de siège, il manque d'eau, de nourriture et pour beaucoup, non plus de chauffage. Et les envoyés spéciaux de France 24 à Chisinau ont rencontré des familles juives ukrainiennes tout juste arrivées dans la capitale moldave. La synagogue leur offre un toit et facilite les démarches en vue d'un départ en Israël. Avant la guerre, ces Ukrainiens n'avaient jamais songé à s'installer dans l'État hébreu qui s'apprête désormais à accueillir des milliers de juifs ukrainiens, le plus grand afflux depuis la chute de l'Union soviétique. France 24 toujours. Bienvenue en Moldavie. Saine et sauve, cette famille de Kiev est parvenue à s'échapper. Elle vient tout juste d'arriver dans la capitale moldave. Je suis tellement fatiguée. J'ai besoin de reprendre mes esprits. On m'a dit que les bombardements allaient s'intensifier dans les prochains jours. Alors j'ai décidé que c'était le moment de partir. Et grâce à l'aide de la communauté juive, nous avons pu arriver ici. La synagogue leur offre un toit provisoire et leur facilite les démarches en vue d'un départ en Israël. La loi du retour garantit à tout juif le droit de s'y installer. Mais avant la guerre, ces Ukrainiens n'y avaient jamais songé. J'ai un cousin du côté de ma mère en Israël. On ne s'est pas vu depuis 40 ans. On espère pouvoir le retrouver. Ce serait déjà ça. Israël s'apprête à accueillir des milliers de juifs ukrainiens, le plus grand afflux depuis la chute de l'Union soviétique. Partant à présent en France, face à l'envolée des prix du carburant et à moins d'un mois de la présidentielle, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant à partir du 1er avril et pendant 4 mois. France 24 nous en dit plus. Un soulagement mesuré. C'est le sentiment qui domine ce matin dans cette station-service. La remise de 15 centimes par litre sur tous les carburants annoncés hier par le gouvernement convainc certains automobilistes, mais pas tous. Effectivement, ça peut donner un petit coup de pouce à l'ensemble des Français, c'est toujours bien. Bon, moi, je pense que toute baisse est bonne à prendre. Enfin, vous me la prenez, pour moi, c'est une bonne surprise. Pour moi, 15 centimes, en fait, ça me paraît un effort, mais pas forcément le plus gros effort qu'ils puissent faire. Pour notre cas, nous, les taxis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour un plein de 60 litres, cette aide sera donc de 9 €. Tous les Français sont concernés, particuliers comme professionnels, pêcheurs, agriculteurs, artisans du BTP, routiers, taxis. Cette baisse sera directement appliquée à la pompe. Les distributeurs se feront ensuite rembourser par l'État. La mesure entre en vigueur à partir du 1er avril pour 4 mois. Mais dès demain, certaines enseignes devraient afficher des tarifs plus bas, car le cours du pétrole s'est déjà infléchi en fin de semaine. C'est quasi instantané. Les répercussions des variations du prix du baril à la pompe se font pratiquement au jour le jour en ce moment, tellement ces variations sont violentes. Donc les clients ont pu constater des augmentations très significatives de prix à la pompe cette semaine, qui vont peut-être disparaître si le prix du baril se restabilise aux alentours de 110 $. On reste quand même, je rappelle, à des prix historiquement élevés. Le coup de pouce du gouvernement coûtera 2 milliards d'euros. Il est déjà jugé insuffisant par l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui réclame une baisse de la TVA. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. À très bientôt.